Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un courant très important qui est apparu au XVIIe siècle. Ici, je vais traiter avec vous un aperçu sur le classicisme et je vais approfondir l'explication du théâtre classique qui est apparu à ce siècle, donc au XVIIe siècle. Concernant les axes que je vais aborder dans ce courant, je vais parler de l'histoire littéraire du mouvement, les grands principes du classicisme, les règles du théâtre classique, le théâtre classique ou le théâtre au XVIIe siècle, et l'esprit du classicisme, dont on trouve l'imitation des anciens, le souci de l'ordre rationnel et de la perfection, et l'œuvre d'art doit à la fois plaire et instruire le public. Premièrement et avant tout, le mot classicisme est apparu pour la première fois en France vers 1630 en réaction au baroque. Pourquoi? Parce que le classicisme indique ce qu'on appelle le respect des règles. Les écrivains, les dramaturges doivent respecter les règles prônées par les classiques. Concernant l'apogée du classicisme, donc le classicisme est apparu entre 1660 et 1680-85, c'est-à-dire entre la majorité de Louis XIV, le début du règne, ce qu'on appelle le roi Soleil ou Louis le Grand, et la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire la révocation signée par le roi Henri IV qui s'intéresse à la tolérance. Concernant les grands principes du classicisme, le classicisme est donc un idéal d'ordre à l'image de la monarchie absolue. Ce mouvement symbolise le siècle de Louis XIV, le roi Soleil, ou Louis le Grand, ce sont des noms donnés à Louis XIV, qui a régné entre 1660 et 1715. Donc, il a régné une période qui est longue. Donc, il correspond, ce pouvoir, à un pouvoir politique stable et durable. Automatiquement, on dit que une personne qui a régné une durée qui est longue, il va créer un ensemble d'événements, un ensemble d'actions, la création d'un ensemble des institutions. En commençant par l'Académie française. Donc en 1634, Richelieu a fondé l'Académie française. C'est une institution dans laquelle il y a des savants, des professeurs, notamment de la littérature, qui garantissent le respect des règles classiques au théâtre du XVIIe siècle. Je vais aborder ce point des règles de théâtre classique. Donc en 1674, Nicolas Boileau a publié L'Art poétique. C'est un livre dans lequel Boileau définit les règles esthétiques de théâtre. Ce sont les règles de l'esthétique classique au théâtre. Ces règles sont la vraisemblance, la bienséance et la règle de trois unités. Je vais commencer par la vraisemblance. La vraisemblance, c'est que les actions présentées sur scène prennent l'illusion du vrai. Donc, il imite la réalité. Concernant les bienséances, c'est interdit d'utiliser des actions qui sont choquantes et brutales sur scène pour ne pas choquer le public. Et la règle de trois unités, l'unité de temps, de lieu et d'action, c'est que la pièce ne dépasse pas 24 heures, donc une journée,
Concernant l'action, donc les actions qui se déroulent sur scène euh, sont élaborées ou sont présentées en jouant son rôle pour mettre en valeur une seule action. Et l'unité de lieu, c'est que la pièce présentée doit être présentée dans un seul lieu. Il y a une citation qu'on doit retenir de l'art poétique de Nicolas Boileau. Donc une citation est très importante. Il dit: ce qui conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Autrement dit, lorsqu'on arrive, par exemple, à concevoir les choses dans notre tête, donc d'une façon qui est claire et simple, donc on arrive à l'expliquer simplement. Par exemple, lorsqu'une personne prépare un exposé, avant la présentation de cet exposé, il faut que cette personne maîtrise le contenu, maîtrise bien ce qu'il va, les choses qui va présenter sur scène devant le public. Donc automatiquement, lorsqu'ils maîtrisent ces choses d'une façon qui est claire et simple dans leur mémoire, donc il va réussir à l'expliquer d'une façon qui est claire aux autrui. Passons maintenant au théâtre au XVIIe siècle. Donc le XVIIe siècle est le siècle du théâtre par excellence, pour plusieurs raisons. Donc pendant cette période, le cardinal Richelieu, en tant qu'un homme de l'art, il a fourni un coup de main très important au théâtre. Par exemple, la création de la salle de l'Académie française, de la Comédie française, pardon, et la subdivision financière aux troupes. Quelles sont les troupes? Les troupes, ce sont un ensemble des personnes qui présentent des pièces de théâtre. Ce qui va permettre par conséquence à l'homme du théâtre de consacrer tout son temps à ce domaine. Donc il va essayer de mettre en valeur ce domaine de l'art et surtout le domaine de théâtre. Donc à partir la subdivision, à partir de cette intervention de Richelieu, le théâtre est devenu à la mode. Donc il a mettre en valeur euh, le théâtre en assurant aux écrivains la gloire et la célébrité. Donc les écrivains et les dramaturges, ils vont être des personnes très importantes à cette période. Concernant l'esprit du classicisme, dont on trouve l'imitation des anciens, c'est-à-dire des auteurs grecs et latins. Donc l'originalité que recherche l'écrivain classique consiste à se démarquer des modèles bien connus du lecteur. Imiter n'est pas simplement plagier les écrits des anciens, mais s'inspirer d'un auteur connu pour rivaliser avec lui. Donc ici, lorsqu'on parle de l'imitation, on ne parle pas de le fait de plagier les écrits des anciens. C'est le fait de rivaliser avec lui pour mettre en valeur ses travaux. Deuxièmement, on a le souci de l'ordre rationnel et de la perfection. Donc l'esthétique classique se définit en architecture par le souci de l'ordre. Donc on trouve l'ordre, le respect de règles, de la proportion, de la symétrie. Donc le château de Versailles est un exemple. C'est l'antithèse de l'architecture baroque qui privilégie l'exubérance, le mouvement, la ligne courbe. Dans le domaine littéraire, c'est le souci de clarté qui prévaut. Par exemple, Boileau, dans l'art poétique, dont j'ai déjà parlé. Par exemple, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Finalement, les œuvres d'art doivent à la fois plaire et instruire le public. C'est-à-dire, la pièce de théâtre présentée sur scène doit être aimée par les spectateurs, par le public. Et instruire le public, c'est-à-dire, cette pièce de théâtre doit présenter quelque chose de plus aux spectateurs.
mettre en valeur, par exemple, sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière de profiter de la vie. Je pense que j'ai terminé ma présentation. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre parcours universitaire ou scolaire. Merci pour votre attention et passez une agréable journée.